De l'Afrique. Bonsoir Sonia. Bonsoir Cyril, Sonia bonsoir à tous. Patricielli qui nous rejoint pour le journal de l'Afrique. Et quels sont les principaux titres dans ce journal? Le Mali avec le défi de l'organisation présidentielle de dimanche. J'ai reçu tout à l'heure, et vous l'entendrez en intégralité, le président de l'Assemblée nationale malienne. Un autre scrutin se prépare au Togo. C'est ce mardi le dernier jour de campagne pour les législatives. Au Cameroun, 2 hommes accusés d'homosexualité ont été condamnés à des peines de prison. Et on continue bien sûr à suivre, ou on commence plutôt devrais-je dire, à suivre vraiment en profondeur le Mali à J-5 avant l'élection présidentielle qui est attendue maintenant depuis des mois. Et voyez les dernières images qui nous viennent de Bamako, la capitale. Les observateurs européens se déploient, des cours sont dispensés dans les bureaux de vote pour que les agents soient vigilants sur d'éventuelles fraudes. Et le premier vice-président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a fait cette déclaration. On l'écoute. Nous, on l'avait dit il y a un mois que ces élections, si on veut aller aux élections le 28 juillet, il y a tel problème, tel problème, tel problème. Notre objectif en déclarant cela, c'était de dire aux candidats, vous partez aux élections, voilà les insuffisances. Mais si vous acceptez d'aller aux élections avec ces insuffisances, il ne faut pas qu'au soir du 28 juillet, vous fassiez des protestations sur ces insuffisances. Quand le président de la République a appelé tout le monde, il a dit, certes, il y a des insuffisances, mais allons-y aux élections pour sortir de la crise. L'objectif de ces élections, c'est de sortir de la crise une fois pour toutes. Younousi Touré, le président par intérim de l'Assemblée nationale malienne, était notre invité. Je vous propose de revoir cet entretien. Je lui ai demandé qui avait vraiment choisi cette date jugée trop précipitée du 28 juillet, la France ou le Mali? C'est le gouvernement du Mali qui a choisi et la période et la date précise du 28 juillet pour les élections présidentielles. Le gouvernement a présenté une feuille de route à l'Assemblée nationale que nous avons adoptée avec un certain nombre d'observations. Et toutes les limites qui sont aujourd'hui soulevées par les uns et les autres ont été déjà évoquées à cette époque. Enfin, François Hollande, on s'en souvient tous, et les Maliens aussi, avaient dit qu'il serait intraitable sur une date d'élection avant la fin juillet. Il l'a dit, mais en réalité, cette date qui a été fixée, comme je l'ai dit, comme la période, est une décision du gouvernement du Mali. Apparemment, le président, par intérim, Dioncounda Traoré, avait plutôt évoqué la fin octobre pour un premier tour. C'est ce que révèle Jeune Afrique dans son édition d'hier. Oui. Moi, je ne me fie pas à ce que Jeune Afrique a révélé. Je dis ce que les institutions, ce que le gouvernement du Mali lui-même a estimé devoir faire, parce que la transition doit prendre fin. Nous avons vécu une double crise sécuritaire et institutionnelle. Cette crise n'est pas faite pour durer. Il faut qu'elle prenne fin. Vous pensez que la France avait la hantise ou a la hantise de l'enlisement? Je ne sais pas si la France a la hantise de l'enlisement. Je profite plutôt pour remercier la France d'avoir aidé le Mali à stopper l'avancée, n'est-ce pas, des djihadistes et des narcotrafiquants. Aujourd'hui, nous constatons que l'évolution est positive sur le terrain. Sur le plan sécuritaire, la totalité du territoire a été récupérée. Il reste maintenant à organiser les élections présidentielles pour fournir au Mali un gouvernement légitime. Et il reste des problèmes sécuritaires à Kidal, ce bastion des Touaregs du MNLA. C'est le point noir. L'élection ne sera organisée que dans 2 ou 3 villages, dit le vice-président de la CENI. C'est suffisant? Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que l'élection ne sera organisée que dans 2 ou 3 villages. Je pense que les équipes sont en train de travailler. On a encore quelques jours, n'est-ce pas, pour aller de l'avant. Je pense qu'il faut attendre la veille des élections pour savoir exactement quelles sont les localités qui sont concernées. Et je pense que l'insécurité à Kidal, aujourd'hui, est une insécurité résiduelle par rapport à ce qu'on a vécu il y a seulement quelques mois. Il y a quand même eu des enlèvements d'agents électoraux, certes oui, vite libérés. Mais ces enlèvements, vous savez, ils ont été vite résorbés dans la mesure où ils ont restitué les gens qui ont été enlevés. Et eux, selon les informations que nous avons reçues,
celui qui est l'auteur de ces enlèvements a été lui-même incarcéré. Il y a aussi le problème, le défi des cartes d'électeurs, de leur distribution, de leur nombre. On dit qu'il y en a trop. Dimanche, à la clôture des bureaux de vote, quels seront les critères pour dire que ce scrutin a été légitime, validé, accepté par tous? Les critères sont nombreux. Il faut que ces élections soient transparentes. Il faut que ces élections soient apaisées et surtout, il faut que la communauté internationale, y compris la France, assure la neutralité de tout le monde pour que ces élections aient lieu, pour qu'il y ait égalité, n'est-ce pas, devant le vote. Et toujours au chapitre électoral, c'est le dernier jour de campagne au Togo avant les élections législatives qui ont lieu jeudi. Et des milliers de Togolais ont donc assisté aujourd'hui au dernier meeting politique à Lomé. L'opposition divisée et qui ne dispose que de 17% des sièges va tenter de défier le pouvoir du président Gnassingbé. Elle participe à ce scrutin après de longues hésitations. Nicolas Germain. Le candidat Jerry Tama arpente un marché de Lomé et demande aux Togolais de voter pour son parti, le NET. Tama ne tient pas de meeting et explique pourquoi. On ne peut pas leur demander de quitter leurs étals. Vous savez, les femmes ici, leur état, c'est toute leur vie. On ne peut pas leur dire de quitter leur étal pour venir nous écouter. Ça nous devient vers eux et de reprendre leur aspiration pour les traduire à l'Assemblée nationale. Ici, c'est la candidate du parti au pouvoir qui doit défendre le bilan du président Faure Gnassingbé en fonction depuis 2005. Avant lui, son père avait dirigé le Togo pendant près de 40 ans. On a sillonné beaucoup de maisons et on a rassuré la population. Je crois que c'est surtout de ça que les populations ont besoin, de cette proximité avec les gouvernants. L'un des principaux leaders de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, dit espérer qu'après les présidentielles très controversées de 2005 et 2010, ces législatives seront plus transparentes. Il ne s'agit pas simplement de se mobiliser, il s'agit également de rester vigilant, aussi bien dans les bureaux de vote que dans les CELI, pour éviter, pour empêcher toutes les fraudes, d'où qu'elles viennent. Ce jeudi, au total, 91 sièges sont à pourvoir et 26 partis prennent part à ces élections législatives. Et Sonia, le président du Soudan du Sud a suspendu son vice-président et tout le gouvernement, on l'a appris il n'y a pas très longtemps. Effectivement, et du coup c'est l'ex-ministre de l'Information qui a donné cette information. Alors que le pays vient de célébrer ses 2 ans d'indépendance du Nord, le président Salva Kiir procède à un grand remaniement d'une manière assez radicale, Cyril. En bref et en images dans le reste de l'actualité africaine. Au 9e jour de combat dans l'est de la République démocratique du Congo, entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, les États-Unis exigent du Rwanda qu'il cesse son soutien à la rébellion. Le M23 a assuré hier être à 4 km de la ville de Goma. 3 hélicoptères de l'armée congolaise ont bombardé leur position ce mardi matin. Depuis le 14 juillet, ces affrontements ont poussé environ 4200 civils à fuir la zone, selon l'ONU. L'Éthiopie a entamé le retrait de ses troupes de la ville de Baidoa en Somalie, un retrait autorisé par le déploiement des forces somaliennes et de l'AMISOM dans cette ville, ancien bastion des islamistes Chebab. Et puis au Cameroun, où l'homosexualité est interdite par la loi, 2 hommes ont été condamnés à de la prison. Le tribunal de grande instance de Yaoundé a prononcé une peine de 2 ans de prison ferme contre un homme de 48 ans. L'autre personne, un mineur de 16 ans au moment des faits, écope d'1 an avec sursis. Un 3e accusé a été acquitté. Les avocats de la défense avaient plaidé la nullité de la procédure, les prévenus n'ayant pas été surpris au court débat sexuel, mais l'un d'entre eux était en train de visionner un film gay, explique un de leurs avocats, Maître Togué. J'ai la nette impression que le juge n'a pas tenu compte des éléments, parce que tous les éléments que nous leur avons fournis permettaient tout simplement d'acquitter purement et simplement, parce qu'il s'agit d'un cas tout à fait, j'allais dire, imaginaire d'homosexualité. Quelqu'un qu'on arrête parce qu'il veut vendre un compare-disque et puis qui se retrouve qu'on arrête pour homosexualité, ça ne se fait pas. Il n'y a eu aucune relation qui puisse être attestée, aucune preuve matérielle. Et voilà pour l'essentiel de l'info africaine. Merci beaucoup Sonia Patricelli. Et Paris Direct, ça continue dans quelques instants avec notamment le journal des sports. On va parler du nouvel entraîneur du FC Barcelone. Au Congo, on le surnomme le docteur qui répare les femmes.
Gynécologue, Denis Mukwege a opéré avec son équipe plus de 40 000 femmes violées et mutilées au Kivu. Grâce à ce philanthrope, ces femmes ont pu échapper à leurs bourreaux et, dans la mesure du possible, réussir à se reconstruire. Aujourd'hui, il continue son combat pour rompre le silence sur le sort des femmes et des enfants de cette région du monde. Portrait d'un juste, jeudi à 18h45, heure de Paris, sur France 24. L'été est là et que vous partiez en vacances ou non, c'est l'occasion de multiplier les sorties culturelles, expos, ciné, musique, livres et même mode. Ne ratez pas nos émissions spéciales où nos chroniqueurs vous révéleront les immanquables de cette saison estivale 2013. Culture, le meilleur de l'été, c'est sur France 24. Bonne nouvelle, mais c'est insoutenable. Bah, fais comme moi, regarde plutôt ton assiette. Bonne nouvelle, la faim est plus facile à guérir qu'à regarder. actioncontrelafaim.org. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, un ton original, un autre point de vue sur le monde.